Bonjour Manuel Valls, Bonjour. ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. C'est votre grand rendez-vous en ce dimanche 8 mai. Et pour vous interroger ce matin, à mes côtés, Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Et Mathieu Bocoté, le penseur et sociologue. Bonjour Mathieu. Manuel Valls, après une parenthèse barcelonaise de 2 ans, vous revenez dans la vie politique française. Vous ne l'avez jamais quitté ni des yeux ni des oreilles. Mais vous êtes candidat aux élections législatives sous la bannière de Renaissance, le nouveau nom de la République En Marche, qui vous a donc investi dans la 5e circonscription des Français à l'étranger. Elle va donc du Portugal jusqu'à Monaco, pour faire simple. Nous parlerons évidemment avec vous de ces élections, de l'enjeu pour Emmanuel Macron et pour le pays. Nous évoquerons aussi la situation de la gauche et du Parti socialiste, votre ancienne famille politique, qui fait donc le choix de l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Et en fin d'émission, nous parlerons de la guerre que mène en Ukraine la Russie, notre ancien allié, alors que nous commémorons ce dimanche le 77e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour commencer, Manuel Valls, vous étiez présent hier à l'Élysée à la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Il a fait le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus forte, une société du plein emploi aussi. Alors, demain les jours heureux, quelque part, pour paraphraser le slogan de campagne du communiste Fabien Roussel? Non, un vrai volontarisme. Je pense que le président de la République, plus que quiconque, est conscient des crises que les Français, que notre pays et d'autres pays aussi ont connues ces dernières années, des enjeux, des difficultés qui sont devant nous, et puis à la fois des angoisses, des espoirs, des peurs, des colères de nos compatriotes. C'est une période difficile, passionnante, mais difficile, et donc le président de la République a raison, je crois, de placer ce second mandat sous le signe de l'action, on va y revenir, et bien sûr de la nouveauté. Justement, sous le signe de la nouveauté, peuple nouveau, dit-il, président nouveau. Pour quelle raison Emmanuel Macron devait-il rompre avec lui-même pour se présenter désormais sous les jours nouveaux et du président nouveau? Mais parce que la situation a profondément changé. Nous avons connu une crise sanitaire mondiale. L'Europe aujourd'hui connaît de nouveau la guerre. Le pays, la France, mais comme beaucoup d'autres sociétés occidentales, est fracturée, divisée. Et je pense que c'est la force de ce président de la République d'être capable de se réinventer. Il l'avait dit d'ailleurs pendant la campagne. Il ne s'agit pas uniquement d'une forme de continuité banale. Tranquille. Non, il faut, je crois, faire preuve d'une capacité à se renouveler face aux défis du pays. Il a parlé d'une nouvelle méthode, mais honnêtement, c'est un concept quand même très flou. Pour vous, c'est quoi cette nouvelle méthode? Ça doit consister en quoi? Oui, est-ce qu'il faut y voir d'ailleurs aussi une sorte de regret du président de la République dans la manière de conduire les affaires du pays quand il parle de cette nouvelle méthode? Moi, je crois qu'il est très important, c'est de reproposer, au fond, je traduis à ma manière, ce que souhaite le président de la République, c'est au fond rebâtir le contrat social de ce pays. Parce que... Pourquoi il est détruit? Non, vous savez, j'ai connu une période où j'étais ministre et surtout Premier ministre, où le président de la République de l'époque, François Hollande, avait indexé et même considéré que ça pouvait être un obstacle au fait qu'il se représente. Il avait indexé l'ensemble de sa politique à la courbe de l'emploi, oui, au fait que le chômage diminue. Le chômage diminue massivement. Nous retrouvons la croissance malgré les difficultés économiques, vous les connaissez bien, qui sont devant nous. Mais quand on fixe des priorités aussi importantes sur l'école, sur la santé, sur les retraites, quand nous considérons qu'il faut lutter contre les inégalités, pas uniquement de revenus, elles sont une réalité, mais territoriale, géographique, sociale, générationnelle. Elles se sont exprimées à travers les votes, notamment du premier tour de l'élection présidentielle. Oui, il faut recoudre en permanence. Oui, mais donc la méthode, c'est quoi? C'est parler davantage aux syndicats, aux élus locaux, ce qui n'a pas été suffisamment fait dans le premier mandat, c'est ça qu'il faut comprendre? Mais ça a été rappelé. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit qu'au début du quinquennat qui s'achève, il avait voulu aller très vite. Donc oui, la méthode sur les retraites ou sur l'école, la discussion avec les partenaires sociaux, avec les élus locaux, lui-même d'ailleurs. Aucun d'entre nous ne peut se mettre à sa place. Je ne rentre pas du tout dans l'idée de la monarchie républicaine, mais c'est un fait. Il est le seul élu directement par tout le peuple.
contrairement à ce qu'on dit ici, ça n'est ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon. C'est lui. Donc, c'est lui qui voit, au fond, le mieux ce rapport avec les Français. Donc, son propre rapport avec les Français, oui, il va évidemment le travailler. Et le deuxième élément qui me paraît essentiel, c'est en effet renouveler, refonder le contrat démocratique. Mais il faut attendre là les propositions du chef de l'État, du futur Premier ministre et de la majorité, notamment pour ce qui concerne les institutions, le rapport aux Français, revivifier notre démocratie, parce que les fractures que j'évoquais et l'abstention importante que nous avons connue, et pas seulement à l'élection présidentielle, je pense aux élections locales il y a 1 an et 2 ans, montrent qu'il y a là, oui, une forme parfois de rupture démocratique sur laquelle il faut être plus qu'attentif. Vous avez parlé du Premier ministre, ça a été une des questions de la semaine. Comment se fait-il qu'il soit si difficile de trouver un candidat pour Matignon? Est-ce que c'est lié à la vision qu'a le président de la République de la fonction, peut-être pour reprendre la manière dont Nicolas Sarkozy parlait de François Fillon? Peut-être que le Premier ministre n'est plus qu'un simple collaborateur. Est-ce que vous, qui êtes dans les cercles d'Emmanuel Macron, vous avez ce ressenti? Est-ce que ça explique la difficulté qu'on a, le fait qu'on n'ait toujours pas de nouveau Premier ministre? Vous me laissez quelques secondes. Et Nicolas Sarkozy et François Hollande, et donc forcément Emmanuel Macron, élus pour la première fois à leur première candidature. Emmanuel Macron, lui, réélu. Des hommes plutôt jeunes, Emmanuel Macron très jeune, confronté au quinquennat, mais au fond à la rapidité de nos sociétés numérisées avec les réseaux sociaux, et surtout l'exigence des Français qui place dans le président de la République, au fond, tout. Il est à la fois celui qui décide de notre diplomatie, il est le chef de nos armées, et il doit s'occuper des problèmes quotidiens des Français. Donc, Emmanuel Macron, comme ses deux prédécesseurs, mais lui sans doute le vit également avec une très grande volonté d'efficacité, veut que ça aille vite, qu'il y ait une très grande efficacité. Il ne s'agit pas de supprimer le poste de Premier ministre, il ne s'agit pas de traiter son Premier ministre de collaborateur. Emmanuel Macron ne l'a jamais fait à l'égard d'Édouard Philippe ou celui qui est encore aujourd'hui en place. Donc, à chaque fois, c'est l'efficacité qui doit primer. Quant à prendre le temps, moi je crois qu'il a raison. Enfin, il y a que nous. Nous, les responsables politiques, les commentateurs qui nous interrogeons. Non, je pense qu'il a raison de prendre le temps nécessaire, de respecter la respiration des institutions. Il a été tronisé hier dans une cérémonie à la fois belle, républicaine et sobre à l'Élysée. Donc, dans les jours qui viennent, j'imagine, moi je suis pas dans le secret. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que, selon la belle formule de mon ami Richard Ferrand, tous ceux qui parlent ne savent rien, et ceux qui savent ne s'expriment pas, et à commencer par le président de la République. Donc ça viendra. Je pense que ce temps de respiration, de réflexion, de recul, d'analyse de ce qui s'est passé est important. Puis, par ailleurs, il y a aujourd'hui une cérémonie importante, demain un discours important du président de la République à Strasbourg, comme président de l'Union européenne, dans un contexte particulier, avec le défilé le même jour à Moscou. Alors, on sait qu'il s'agissait d'une présidentielle compliquée, c'est-à-dire avec plusieurs forces politiques, on parle désormais de la France des 3 blocs et ainsi de suite. On sait que plusieurs considèrent qu'Emmanuel Macron a eu une majorité finalement pour bloquer Marine Le Pen, une majorité d'adhésion peut-être un peu moins selon plusieurs. C'est un pays, la France, qui a connu de nombreux troubles, de nombreux tourments ces dernières années avec la crise des Gilets jaunes. Là, on se présente dans une situation inflation, hausse des prix et ainsi de suite. Est-ce que la France pourrait affronter dans les prochains temps une nouvelle crise des Gilets jaunes? Est-ce que finalement le deuxième quinquennat sera un quinquennat gouvernable, ou est-ce que la France a de telles tensions en elle qu'elle pourrait ressurgir très rapidement? D'abord, la force de l'élection d'Emmanuel Macron, parce que moi je veux casser un certain nombre d'analyses, non pas les vôtres, qui me paraissent justes sur les périls. Il a été élu en améliorant son score du premier tour. C'était un vote d'adhésion au premier tour. Et certes, il y a eu un vote utile, mais pour les autres candidats, notamment Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, également, nous le savons, vous l'avez analysé. Il a été élu nettement, et plus nettement d'ailleurs que certains pouvaient imaginer au second tour. Donc c'est un vote légitime. Il y a eu évidemment, il l'a rappelé d'ailleurs lui-même au Champ de Mars, le soir il y a eu évidemment, d'abord il a pensé à ceux qui n'avaient pas voté pour lui, et puis ceux qui avaient voté pour lui, par opposition à Marine Le Pen. C'est courageux de le dire, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Je vais vous prendre un exemple, j'étais très jeune, vous n'étiez pas né, mais en 1981, quand François Mitterrand est élu, il est élu de peu,
face à Valéry Giscard d'Estaing, qui ne bénéficie pas d'un désistement très, très net et très loyal, on ne va pas faire de la préhistoire, de la part de Jacques Chirac et des repères. Et donc il y a beaucoup de gens qui votent aussi contre Giscard d'Estaing. Donc c'est le propre même de ces élections. Donc la légitimité qui est la sienne, avec évidemment l'obligation d'avoir une majorité, nous y reviendrons, à l'Assemblée nationale. La force des institutions de la Ve République doivent lui permettre de gouverner, et il y met, évidemment je suis totalement d'accord, une condition supplémentaire, qui est d'être dans ce rapport, cette méthode que nous évoquions, d'écoute et d'action permanente avec le pays. Mais redoutez-vous, permettez-moi d'insister, les Gilets jaunes, c'était sous la Ve République. Les Gilets jaunes, c'était avec un Emmanuel Macron qui avait été très très bien élu, c'est le moins qu'on puisse dire, qui avait en plus la force de la nouveauté pour lui. Est-ce que vous croyez que la France porte en elle, en ce moment, est-ce qu'elle est grosse d'une autre crise des Gilets jaunes, quel que soit le prétexte? Est-ce que cette contestation pourrait ressurgir et paralyser l'action politique inévitablement? Depuis la Fronde qui a failli emporter Louis XIV, nous savons que nous sommes un pays de rebelles. Ces risques existent. Ces risques existent, bien évidemment, de blocage, de violence, d'exaspération. D'autant plus que des responsables politiques, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, continuent à pousser, à les exacerber. Donc ces risques existent. Et donc la réponse, c'est à la fois une réponse de majorité nécessaire à l'Assemblée nationale, d'action, notamment sur les questions du pouvoir d'achat, du prix de l'énergie, qui avait fondé d'ailleurs ces mouvements, celui du G-Loan, de respect, parce qu'au fond, on assiste à un décrochage, des gens qui ne croient ni à la parole des politiques, ni des médias, ni des élites, qui n'ont pas les codes, qui ne se sentent pas respectés. Au fond, c'est ça, qui ne se sentent pas considérés. Donc, toute l'action du président de la République, du gouvernement, de la majorité, de ceux qui s'expriment et qui le soutiennent, doit aller dans ce sens. Le respect, la considération, au fond, de ces classes moyennes qui décrochent, de ces couches populaires, de ceux qui, loin des métropoles, ne se sentent plus considérés. Il y a tout ce travail à faire. C'est un travail, on y reviendra, c'est aussi l'une raison pour laquelle je m'engage de nouveau, parce que c'est un travail passionnant. Si on aime son pays, si on aime la République, si on pense que la République, c'est à la fois la démocratie, la laïcité, mais aussi la justice sociale, eh bien, il faut être à l'écoute d'abord de ceux qui souffrent et de ceux qui sont en difficulté. Manuel Valls, c'est votre grand rendez-vous. On marque une très courte pause dans un instant. On parlera des élections législatives. Elles arrivent dans 5 semaines pile. À tout de suite. Dimitri Pavlenko. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur également, est l'invité du grand rendez-vous sur CNews et sur Europe 1. Manuel Valls, dans 5 semaines, c'est le premier tour des élections législatives. Alors La République En Marche, donc Renaissance, tel qu'il faut donc désormais baptiser le parti de la majorité présidentielle, vous a investi dans la 5e circonscription des Français de l'étranger, au déplaisir d'ailleurs de l'actuel député sortant, Stéphane Vojetta, marcheur de la première heure, installé depuis 20 ans à Madrid. Il a pris la décision de résister, de se maintenir face à vous. Avez-vous un message peut-être à lui adresser, Manuel Valls? Non, chacun est libre. Moi, je suis investi par la majorité présidentielle, par La République En Marche, aujourd'hui Renaissance, par Horizon d'Édouard Philippe et le Modem de François Bayrou, qui en plus me soutiennent, qui sont des amis. Moi, je suis né en Espagne il y a presque 60 ans, j'y ai vécu, vous connaissez mes liens, ma double culture avec ce pays. Et au fond, vous savez, ma conception de la politique, c'est l'action, c'est l'engagement basé sur la légitimité du suffrage universel et du vote. Et d'une certaine manière, j'évoquais cette période difficile et passionnante, et je vous le disais, je m'engage avec le soutien personnel d'Emmanuel Macron et évidemment celui de la majorité, pour représenter, laissez-moi dire un mot là-dessus, et pas uniquement pour faire campagne électorale, je suis respectueux des règles, mais pour représenter ces Français de l'étranger, qui sont pluriels, mais qui sont des Français à part entière. Nous l'évoquions il y a un instant. Ils sont 1,6 million à voter partout dans les 11 circonscriptions du monde. Il y a plus de 3 millions de Français largement qui vivent sur tous les continents. Ils sont plus de 100 000 inscrits dans cette circonscription Espagne, Portugal, Andorre et Monaco. Et je vous reprends pour ce qui les concerne, les Français de l'étranger, sur un sujet, c'est que le premier tour pour cette circonscription, c'est le 5 juin, vous voyez, raison, et le vote électronique, qui est très important, commence le 27 mai, du 27 au 1er juin. Donc, en campagne, et moi, pour dire les choses clairement, et nous l'évoquerons dans un instant, mon adversaire,
dans cette campagne, ce sont les extrêmes, mais c'est le mélenchonisme. Parce que tout candidat, qu'il soit ex-socialiste, ex-écolo, écolo-socialiste, tout candidat de cette union populaire, c'est un candidat mélenchoniste. Et tout candidat mélenchoniste porte un programme. Et voter pour ce candidat mélenchoniste dans cette circonscription où je suis candidat ou ailleurs, c'est voter pour un candidat qui est contre l'Europe, contre l'Alliance Atlantique, qui change profondément notre diplomatie. C'est voter contre la police et la sécurité, nous l'avons encore entendu hier. C'est voter pour une autre Europe. C'est voter contre le nucléaire, c'est voter donc contre la croissance et l'emploi, et c'est sortir de la culture du gouvernement. C'est ça le mélenchonisme. Il n'y a pas de nuance dans cette campagne. Tous les candidats de cette soi-disant union populaire sont des candidats mélenchonistes pour que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre et applique ce programme. Alors, nous y reviendrons très, très bientôt sur la question de Jean-Luc Mélenchon, mais revenons un instant sur la majorité présidentielle. Emmanuel Macron, de manière un peu amusée, disait qu'il voulait créer une majorité d'extrême centre. On connaît la formule. Rassemblant, dit-il, de la droite bonapartiste à la gauche social-démocrate, en passant par les anciens socialistes et la droite libérale. Est-ce qu'une telle majorité est tenable sur la durée? Oui, je le crois. C'est vrai que le paysage politique a changé, a été bouleversé. Vous le savez bien tous les trois, je le répète, ce sont des phénomènes que nous connaissons partout en Europe et dans les grandes démocraties occidentales, basés sur quelque chose. Moi, j'étais d'accord là-dessus. Je faisais du macronisme avant Macron. Quand j'étais Premier ministre, j'étais pour le dépassement du PES, pour qu'il change de nom. Je considérais qu'il fallait rassembler les bonnes volontés de gauche et de droite, que des gens qui pensaient la même chose ne pouvaient pas être séparés, etc. Ce dépassement a eu lieu. Ce qui me paraît intéressant, et on verra, c'est que, au-delà de la coalition, parce que c'est une coalition, avec Horizon d'Édouard Philippe et le Modem de François Bayrou, La République En Marche, et donc Renaissance, c'est un beau nom, cherche à se poser au fond la question fondamentale, c'est comment on crée une grande formation politique de ce pays, adaptée au temps nouveau, au numérique, aux nouvelles pratiques, à la défiance aussi des Français vis-à-vis de la politique, mais qui ait des racines idéologiques, des idées, un projet, et des racines locales dans la perspective des élections locales qui auront lieu pas avant 2026. Donc c'est très important, au fond. D'une certaine manière, on peut considérer que la République En Marche a été une formidable machine, qui a gagné il y a 5 ans, et encore cette fois-ci, qui a une majorité à l'Assemblée nationale qui a tenu, avec des parlementaires qui ont fait évidemment leur boulot, mais la nécessité de créer un parti politique, une formation politique s'impose, parce qu'on a besoin de ces corps intermédiaires aussi, de ce lien avec les Français. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à l'idée de rassembler tout le camp, certains disaient le cercle de la raison autrefois, toutes les forces politiques légitimes, et de ne laisser à la périphérie que ce que vous appelez les extrêmes? Dans toute démocratie, il y a le principe de l'alternance. S'il n'y a que vous et les extrêmes, un jour ce sera les extrêmes. Alors, il y a ça, et il y a cette idée aussi, l'impression que cette confédération sera comme un parlement dans le parlement. Il y a ces deux aspects-là de la question. On peut penser qu'il y aura cette fois-ci de fortes oppositions à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Moi, je préfère le courage de la nuance qu'au cercle de la raison. Le courage de la nuance, c'est le titre du beau livre de Jean Beerbohm, et on pourrait avoir des références qui sont Camus et Aron, précisément pour envisager la manière de traiter les problèmes politiques. Bon, qu'est-ce qui réunit au fond cette majorité? L'Europe, c'est un élément fondamental, et vous le savez bien, les valeurs démocratiques et républicaines et laïques, la compétitivité économique nécessaire pour créer de l'emploi et de la richesse, et donc pour créer de l'emploi, la justice sociale, le progrès social et sociétal, et au fond, un dialogue. Et il y a quelque chose qui parfois a été moqué et que je trouve au fond belle, qui est cette fois Emmanuel Macron dans ses meetings, qui empêche que l'on siffle les adversaires, parce que lui-même est conscient qu'il faut baisser la tension dans notre société. Mais au-delà de cette nécessité de reconstruire des formations politiques, des corps intermédiaires, c'est pas un très joli mot, mais au fond de créer avec les syndicats, les élus, des formations politiques puissantes, d'avoir aussi de nouvelles pratiques politiques, il y a l'idée également derrière de reconquérir, pour sortir au fond de la logique que vous évoquiez. Et moi, par exemple, je pense, et on l'a vu au second tour, mais il faut le rendre praticable pour le premier tour des élections législatives. Je pense à tous ces anciens électeurs socialistes ou écologistes qui ont voté, parfois Mélenchon au premier tour, mais qui ont voté pour Emmanuel Macron au second tour. Je pense à mes anciens électeurs d'Evry et de Corbeil, c'est-à-dire aussi des gens modestes et qui doivent revenir, et qu'on doit aider, au fond, à revenir dans
le cercle de la raison dans la nuance et dans cette politique. Mais comment expliquez-vous, pour les autres électeurs, ceux qui ont choisi Jean-Luc Mélenchon, comment expliquez-vous cette forme de fascination qu'exerce Jean-Luc Mélenchon sur vos anciens camarades de gauche? Il y a, à gauche, ça a toujours été comme ça, le mythe de l'union. De l'union pour l'union. Et donc, au fond, pour tous ces électeurs désorientés, je ne parle pas déjà de tous ceux qui avaient fait le choix d'Emmanuel Macron dès 2017. Je n'étais pas le seul. Au-delà de Jean-Yves Le Drian ou de Bertrand Delanoë, il y avait des millions d'électeurs, ceux qui avaient voté Ségolène Royal ou François Hollande, surtout en 2012, qui avaient fait le choix d'Emmanuel Macron et qui ont refait ce choix dès le premier tour de l'élection présidentielle. Mais il y a cette fascination de l'union pour l'union. Mais dans toute les familles politiques, Manuel Valls, à droite, Éric Zemmour portait ce projet, Emmanuel Macron porte ce projet, Jean-Luc Mélenchon l'a conduit, l'a réalisé. La différence par rapport à Éric Zemmour, c'est que, soyons lucides, Jean-Luc Mélenchon l'a réussi en partie. C'est lui qui a incarné pour des électeurs de gauche, mais ça n'est pas parfois chez les plus jeunes, parfois chez les plus jeunes, a incarné, attendez, il a incarné à 22%, cette idée qu'il incarnait la gauche. Les conséquences politiques... La gauche et l'écologie. Les plus jeunes ont voté Mélenchon souvent pour des raisons... À gauche et l'écologie, même s'il y avait... un meilleur discours sur l'écologie. Même s'il y avait aussi, il ne faut pas les oublier, des votants pour les autres candidats de gauche, mais il est vrai, tous à moins de 5%, mais ça fait 2 ou 3 millions d'électeurs. Mais les conséquences politiques de ce choix pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, il faut de cette manière, il faut lui reconnaître le point. La victoire, ses conséquences politiques sont majeures. Parce que pour la première fois de l'histoire de notre vie politique, de la République et donc de la gauche, la social-démocratie, la gauche du gouvernement, la gauche réformiste qui portait le cartel des gauches, le Front populaire, autour de Mendès France et bien sûr autour de François Mitterrand ou de François Hollande ou Lionel Jospin, pour la première fois, il y a une inversion et la social-démocratie... Elle est morte, cette gauche ? Cette gauche, la gauche, les idées non, mais cette gauche social-démocrate ou cette gauche socialiste est soumise désormais au mélenchonisme et c'est un changement de paradigme qui a des conséquences politiques. Franchement, ce qui vient de se passer n'est pas de la responsabilité d'Emmanuel Macron, à droite ou à l'extrême droite, à gauche ou à l'extrême gauche. On ne va pas y venir plus longtemps que ça, mais c'est les erreurs, la faiblesse. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je suis battu... Manuel Valls, je vous propose, on marque une très courte pause et vous nous expliquez ce qu'il s'est passé pour la gauche. Avec plaisir. Je vous cite, dans une tribune récente, vous disiez quand la gauche est inaudible, c'est une part de la France qui est muette. Semble-t-il, la gauche n'est plus muette, mais ça n'est peut-être pas ce qu'elle dit que vous avez envie d'entendre. Vous nous expliquez ça dans un instant. C'est la suite du grand rendez-vous sur Europe 1 et sur CNews. Manuel Valls est l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Juste avant la pause, Manuel Valls, nous parlions de cette union qui est en train de se faire à gauche, cette union que vous prétendiez impossible. Il y a quelques semaines de cela, je relisais la tribune que vous aviez publiée dans l'Express le 31 janvier. À l'époque, on parlait de la primaire populaire. Eh bien, cette union que vous prétendiez impossible, voilà que Jean-Luc Mélenchon l'a faite. Et il est en pleine campagne depuis les premiers instants après l'élection du président de la République pour être Premier ministre. Élisez-moi Premier ministre, dit-il aux électeurs. Cette campagne poussée par Jean-Luc Mélenchon qui donne effectivement l'impression d'un quasi-vainqueur du scrutin présidentiel. Comment l'abordez-vous ? Comment regardez ça ? Vous avez dit tout à l'heure, mon ennemi numéro 1 dans ma circonscription pour les législatives, ce sera le mélenchonisme. Oui, parce que cette union, elle se fait au fond au prix de 4 ruptures fondamentales, notamment pour la gauche réformiste. Le langage, c'est-à-dire celui de la radicalité, de l'insoumission, une rupture avec l'Europe et nos grandes alliances, notamment l'Alliance Atlantique. Et donc imaginez ce que cela représenterait une victoire aux législatives en termes d'affaiblissement pour la France. Ça voudrait dire un Frexit et de division. Non, ça voudrait dire un affaiblissement, parce que dans le cadre d'une cohabitation, vous me faites rentrer là dans cette hypothèse, mais vous voyez bien ce que cela veut dire. Mais il faut le dire, parce qu'il faut toujours prendre. Mais est-elle impossible, cette hypothèse d'une cohabitation? En démocratie, rien n'est impossible. Ce sont les Français qui décident. Et donc il faut. C'est une force politique redoutable. Il faut que chacun. Je regarde les sondages, je connais les analyses politiques, mais nous savons qu'une force peut toujours gagner des élections. Et donc il faut éclairer les Français
comme nous l'avons fait pour l'élection présidentielle, sur les conséquences. Il y a cette rupture avec l'Europe, avec nos grandes alliances, une rupture diplomatique qui, en plus, dans le contexte actuel, affaiblirait énormément et la France et l'Europe. Il y a une rupture républicaine. C'est le troisième élément. Nous savons tous les positions de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis sur la question de Charlie Hebdo, de la laïcité, un certain nombre de candidats, dont un, pas le citer ici pour pas lui faire plus de publicité, vous avez déjà eu, vous, suffisamment de problèmes l'autre matin avec le porte-parole de la France Insoumise, qui a traité une syndicaliste policière d'arabe de service. Donc et puis une quatrième rupture qui est avec, au fond, le réformisme. La culture de gouvernement. Et donc c'est pour cela, je le répète, que pas uniquement dans ma circonscription, moi je vais parler des problèmes des enseignants, des retraités, avec les entrepreneurs, avec les jeunes qui vivent dans cette circonscription sur leurs problèmes, mais rappelez que cette élection, elle sert à donner ou non une majorité au président de la République. Et que, de la même manière qu'il y a l'extrême droite, il y a cette extrême gauche, ce mélenchonisme, avec ces ruptures que je viens d'évoquer. Donc, vous avez vu les sondages, Manuel Valls. Vous avez une majorité de Français, près de 2 sur 3, qui souhaitent qu'Emmanuel Macron n'ait pas de majorité au soir du second tour des législatives. Moi, je pense que les Français sont cohérents. Comment vous interprétez ce résultat d'ailleurs ? Mais on sort de l'élection présidentielle, mais les Français sont cohérents. Et je me battrai, nous nous battrons, et je pense qu'ils le feront ainsi, ils donneront une majorité au président de la République pour poursuivre son action, mais avec la méthode, l'écoute que nous évoquions tout à l'heure. Mais je veux insister sur cette rupture. Nous savons d'ailleurs ce que le Front National, le Rassemblement National, pourrait représenter en termes de programme. Mais à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon dit « si nous gagnons, c'est moi », dit-il, le Premier ministre. Et d'ailleurs, tous les candidats, qu'ils soient socialistes ou écologistes, et ils seront peu nombreux, seront soumis à la France insoumise, qui porte bien son nom. Ils seront soumis. Et c'est pour ça que c'est la fin du Parti socialiste. C'est pour ça que moi j'appelle tous les électeurs de gauche écologistes qui pensent que pour agir, il faut gouverner, pour changer leur vie quotidienne, pouvoir d'achat, emploi, formation, sécurité. Pour agir, il faut être au gouvernement et de le faire avec la raison, la méthode, l'action nécessaire. Vous dites il faut être au gouvernement. Jean-Luc Mélenchon veut être au gouvernement. Son slogan, c'est Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. On sait que dans la Ve République, est-ce qu'on en sait, le Premier ministre ne se choisit pas ici. Est-ce que pour vous, c'est une rupture avec l'usage et l'esprit de la Ve République, cette prétention à se présenter comme le candidat Premier ministre? Il tord les institutions, mais il faut reconnaître, s'il y avait une majorité différente de celle portée par Renaissance, le Modem et Horizon, qu'elle soit à droite ou à l'extrême droite ou à gauche, ou le président de la République, logiquement, appelle, nous l'avons vu avec François Mitterrand à 2 reprises, ou avec Jacques Chirac en 1997, appelle le chef, le leader. C'est-à-dire, au moins, écoutez, la politique, parfois... Donc ça ne vous choque pas comme formule? Il tord un peu, il s'adoucit parfois. D'autres fois, il retrouve ce ton parfois un peu factieux. Mais, comme il entraîne, pas seulement sa formation politique, mais d'autres formations, dont celle qui a été la mienne pendant des années, et qui surtout a gouverné, et qui a accompli de grandes choses et de grandes réformes pour le pays, l'affaire est sérieuse. Donc moi, je le prends, Jean-Luc Mélenchon, parce que je le connais, au sérieux, au-delà du comportement et de la violence des mots. C'est une rupture profonde avec ce que nous sommes et ce qu'est la France. Il la revendique d'ailleurs, cette rupture. Donc moi, je le prends au sérieux, donc la rupture des mots, la rupture diplomatique européenne, la rupture républicaine et la rupture par rapport à l'action gouvernementale, c'est une rupture dangereuse et c'est ça le mélenchonisme. Et tous les candidats qui sont sous étiquette, quelle que soit la circonscription, portent cette rupture, et c'est pour ça qu'il faut les battre. Vous parlez de rupture républicaine, notamment. Laurent Wauquiez a dit qu'il couperait les subventions de sa région à la ville de Grenoble si son maire persiste à autoriser le burkini dans les piscines municipales. À la place de Laurent Wauquiez, vous prendriez la même décision? Moi, je ne suis pas à la place de Laurent Wauquiez, ça me semble... honnêtement, un peu exagéré, je ne suis même pas sûr que juridiquement ça soit possible, d'autant plus qu'il s'agit de financements croisés. Mais, au fond, ce débat que je connais, j'en connais toutes les saveurs et tous les pièges, mais le débat sur le burkini dans les piscines, à l'initiative du maire écologiste Piolle, qui soutient évidemment cette union, cette alliance qu'on vient d'évoquer, illustre parfaitement ce que j'évoquais.
c'est-à-dire la rupture républicaine. Et donc, à la majorité présidentielle, de porter, ça a été rappelé encore hier par le chef de l'État, à porter la République, la laïcité, en apaisant la société. Mais il est évident que là, c'est une nouvelle manifestation de cette gauche, de cet islamo-gauchisme, de cette gauche, de cette dérive, on l'a appelé par tous les mots, qui me paraît dangereuse et qui a fait que j'avais parlé des gauches irréconciliables. Et je continue de penser que c'est juste et que précisément ceux qui veulent gouverner et changer la société, tous ces électeurs de gauche, ces élus sociodémocrates, parce qu'il n'y a pas de troisième voie possible. On ne peut pas construire un PS à la place du PS ou à côté. Ce que propose Carole Delga, par exemple. Mais qui est courageuse, et qui est une présidente de région, et a pris des positions courageuses dans cette affaire-là. Mais, au fond, vous savez, celui qui a exprimé les choses de la manière la plus nette, comme je l'avais fait il y a 5 ans, c'est mon ami Bernard Cazeneuve. Parce qu'il partage, et je partageais avec lui il y a 5 ans, au fond, la même tristesse. Parce que quand une histoire politique s'achève, c'est forcément douloureux et triste, mais aussi une forme de soulagement, je ne doute pas qu'il partage. Et au fond, lui, il est clair, il voit bien qu'il n'y a pas de possibilité en restant dans ce PS. Mais est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté sur la question de la laïcité dans la majorité présidentielle? J'entends par là, avant le premier tour, le printemps républicain, par exemple, se rallie assez clairement à la majorité présidentielle, mais dans le deuxième tour, la fameuse phrase où on voit Emmanuel Macron dire « vous êtes voilé, mais vous êtes féministe et c'est très bien comme tel », lui qui, quelques années auparavant, disait que le voile était contraire à la civilité française. Est-ce que de ce point de vue, il n'y a pas une part d'ambiguïté? Je crois pas. Moi, j'ai eu des débats avec Emmanuel Macron sur ce sujet. Je suis d'accord avec cette scène. Ils sont publics. Mais là, entre les deux tours, notamment face aux propositions, même si elle a changé parfois d'avis sur le sujet de Marine Le Pen, le rôle, me semble-t-il, précisément dans la France que nous évoquions tout à l'heure, le rôle, la mission du président de la République, c'est d'apaiser. Mais je veux dire, il y a des positions c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je soutiens de nouveau et que je m'engage une nouvelle fois avec Emmanuel Macron, parce que précisément, il y a des actes, il y a la loi séparatisme qui est un élément très important, que la gauche unie, cette gauche unie, je rappelle, veut abroger et qui donne des armes à l'administration pour lutter contre l'islamisme, pour protéger les enseignants. L'une des images les plus bouleversantes hier de la cérémonie, c'est l'embrassade du président de la République, c'est l'accolade avec les parents de Samuel Paty. C'est le discours d'Emmanuel Macron au Murau. Et donc là, pour moi, ça donne une ligne, et c'est pour cela que cette majorité a raison de revendiquer le républicanisme et la laïcité et de rassembler. Manuel Valls, on va attaquer la dernière partie de notre entretien. Dans quelques minutes, nous parlerons du 8 mai, nous parlerons de la guerre en Ukraine et puis nous parlerons également de l'Europe. Quel est le projet d'Emmanuel Macron sur l'Europe? On sait que c'est au cœur du réacteur macronien. À tout de suite. Nous entrons dans la dernière partie du grand rendez-vous dont Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, est l'invité. Manuel Valls, nous sommes le 8 mai. Nous commémorons la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, la fin de la Seconde Guerre mondiale. À l'autre bout de l'Europe, notre ancien allié, la Russie, mène une guerre sans merci à l'Ukraine qu'elle prétendait vouloir dénazifier. Alors semble-t-il, la Russie a changé d'objectif puisqu'elle promet maintenant de ne jamais partir du sud de l'Ukraine. Avec ce contexte d'arrière-plan, ce 8 mai 2022, Manuel Valls, a-t-il une signification particulière pour vous? Oui, parce qu'au fond, c'est le rappel des fondations de l'Europe, cette victoire. La construction européenne, c'est de tirer les leçons pour que ce qui s'est passé de dramatique, le mot est faible au XXe siècle, de guerre mondiale, des guerres civiles, la Shoah, l'anéantissement des Juifs, voulu par le nazisme, ne se reproduisent pas. Et donc la paix, la démocratie, le progrès, au fond, cette alliance incroyable. Moi, je vous parlais de ma double culture française et espagnole tout à l'heure. Je suis un Méditerranéen, mais je suis profondément européen parce que c'est cette alliance entre l'état de droit, la démocratie, les valeurs universelles, celles de 1789 portées par la France au monde entier, l'économie de marché, l'état social, la culture, Montaigne, Zweig, Cervantes, Shakespeare, Dante, c'est tout ce que nous sommes. Et c'est ça qu'il faut rappeler aujourd'hui. L'URSS était à nos côtés pour vaincre les nazis. Des millions et des millions de Russes sont morts. C'est ce qu'ils célèbrent d'abord demain. Mais côté après avoir été contre nous. Mais exactement avec le fameux pacte Molotov-Ribbentrop. Mais bon, ça c'est l'histoire. Mais il faut aussi être lucide.
Moi, je crois vraiment que Emmanuel Macron, à la demande d'ailleurs du président ukrainien, a raison de tenter de poursuivre un dialogue avec Vladimir Poutine. Mais pensez-vous que nous soyons vraiment lucides dans notre rapport à cette guerre? Je vous cite le philosophe Jürgen Habermas, qui est allemand, il a 93 ans, donc lui a connu cette période de la Seconde Guerre mondiale, et il reproche à la classe politique allemande son immaturité par rapport à la guerre, pour ne l'envisager finalement qu'en termes de victoire et de défaite. Et il y a un grand débat en Allemagne. Oui. Parce qu'au fond, les Européens ont parfois oublié que l'histoire était tragique. Nous avions connu la guerre, hein, dans l'ex-Yougoslavie, on l'oublie. Il y a eu des dizaines de milliers de morts, il y a eu un génocide, des crimes contre l'humanité. Mais je reprends votre mot. Il faut, en tirant les leçons du passé, il faut être lucide sur les projets de Vladimir Poutine. Et ces projets, ils ont toujours été explicités, notamment dans un texte l'été dernier. C'est détruire l'Ukraine. En tout cas, c'est réunifier les populations russes, disant Kiev est la mère des villes russes. Les Russes qui ont été éparpillés, ceux qui sont en Biélorussie, en Ukraine, dans d'autres régions. Et donc, cela rend, au fond, cohérent l'action qui est la sienne depuis 2014 sur la Crimée, sur les républiques du Donbass, aujourd'hui sur Mariupol, ville martyre. Et il y a d'autres objectifs, ne l'oublions pas. Il ne peut pas les atteindre aujourd'hui. Mais je pense à une ville aussi importante qu'Odessa. Je pense à la Transnistrie, c'est-à-dire ces régions russophones en Moldavie ou près de la Roumanie, avec l'idée de désenclaver la Crimée. Tout ça est écrit, rappelé. Non, ce que je veux dire par là, c'est que il faut évidemment cesser le feu, il faut qu'on puisse dialoguer. Tout ça est très difficile. C'est pour ça qu'il faut poursuivre les sanctions. Mais nous allons vivre, je pense, longtemps, à la fois avec cette guerre froide ou chaude. Il faudra aussi, n'oublions pas, surtout parce qu'aujourd'hui on célèbre les morts. Tous ces Ukrainiens qui sont morts, ces viols, ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité, les destructions. Ça, personne ne pourra pas passer ça, comme ça, par perte et profit. Donc nous allons vivre 10 ans, 20 ans avec cette tension, tant que la Russie poursuivra au fond son travail de sape pour reconquérir, je prends leurs mots, leur zone d'influence historique. Donc face à cela, et je réponds à votre question, c'est aussi un élément de réflexion, il faut que l'Europe soit forte. C'est la grande leçon, il faut que l'Europe soit forte, il faut que nos budgets militaires augmentent, il faut que la France, et c'est toujours le cas, soit en première ligne sur ces sujets-là. Sans doute que la Suède et la Finlande rentreront dans l'Alliance Atlantique. Oui, il faut se préparer, il faut toujours se préparer au conflit et à la guerre. Oui, mais d'accord, mais est-ce que cette lucidité que vous appelez de vos voeux peut nous conduire aujourd'hui, parce que c'est la question clé aujourd'hui, peut nous conduire à la guerre, à l'entrée pour de bon en guerre? Il faut évidemment tout faire pour l'éviter, mais quand on connaît le projet, Novaroussia de Poutine, qui explique ce que je viens d'évoquer, avec aussi des risques, nous le savons par exemple sur les Pays-Baltes, qui eux sont membres de l'Alliance Atlantique, au-delà de ce qui a été fait pour éviter précisément de rentrer directement dans le conflit, c'est-à-dire les sanctions et l'aide qu'il faut poursuivre et amplifier à l'Ukraine, pas financière seulement, mais en termes d'armes, ça veut dire qu'il faut se préparer. C'est le changement de paradigme, c'est le changement de logiciel que le chef d'état-major de nos armées a rappelé dans des écrits que je crois très importants. La commission de la défense à l'Assemblée nationale, présidée par Françoise Dumas aussi. Il faut derrière cela, oui, un changement profond, et il faut se préparer à des conflits et à des tensions, incontestablement. C'est le changement, c'est l'histoire tragique qu'avait évoqué Emmanuel Macron qui revient. Vous parlez des conflits, on entend, mais là, il y en a un en particulier. Est-ce qu'il faut aussi se préparer à la possibilité d'un affrontement direct entre la France et la Russie, entre l'OTAN et la Russie? Est-ce que vous envisagez cette possibilité? Pour la redouter, certes, mais est-ce que ça le vient? C'est à l'horizon. Je pense qu'il faut envisager tous les scénarios possibles. Nous savons que le 21e siècle va être dominé, polarisé par la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Nous savons que la Russie va poursuivre son travail de sape, donc il faut d'autant plus... Jusqu'à maintenant, j'en fais partie, nous ne pensions pas que Vladimir Poutine allait entrer en guerre avec comme objectif. Il a raté, grâce à la formidable résistance du peuple ukrainien et à son président qui l'a symbolisé, grâce aussi... Il ne s'y attendait pas, Vladimir Poutine, à la réponse de l'Union européenne. Mais nous savons aujourd'hui
et notamment quand il aborde, quand il évoque l'apocalypse nucléaire ou l'utilisation d'armes nucléaires, stratégiques ou plutôt tactiques en l'occurrence, que tout est possible avec un langage, une propagande puissante. Donc tout est possible. Nous savons que nous avons aussi d'autres zones de très grande tension. On n'a pas le temps d'en parler, je pense au Mali. Donc nos armées, comme le pilier européen de la défense, comme l'Alliance Atlantique, doivent se préparer à tous ces scénarios, en faisant tout évidemment pour les empêcher, mais il faut s'y préparer. Au nom de cette lucidité, c'est aussi cela que nous rappelle le 8 mai. Mais vous étiez Premier ministre quand la Russie a envahi la Crimée et on n'a pas déclaré la guerre à la Russie. Mais donc, là, nous n'avons pas déclaré la guerre à la Russie après au fond, ce viol de tous les traités internationaux, des logiques qui existent, et en martyrisant l'Ukraine. Parce que précisément, il n'y a pas de ces alliances, c'est pas un pays de l'Alliance Atlantique, mais au fond, c'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure. On voit bien qu'on est à la limite, là, de quelque chose. Que se passe-t-il si les Ukrainiens utilisent les armes livrées par l'OTAN en territoire russe, par exemple? Même s'il y a un cessez-le-feu, et j'espère que ça sera possible, et que même il y a un dialogue qui revienne. Que fait-on des territoires occupés? Nous savons que ces territoires occupés, c'est vrai pour la Crimée, mais c'est vrai pour le Donbass, ça sera vrai pour Mariupol, vont faire l'objet d'une russification massive. Et que se passera-t-il demain s'il veut s'en prendre plus tard? Là, il ne le peut pas à Odessa ou à d'autres territoires, ou à la Géorgie plus loin. Bon, donc, sur tous ces sujets-là, nous savons que nous sommes à quelque chose de limite, et donc le dialogue oui, mais une très grande fermeté, un très grand engagement, et c'est évidemment la position du président de la République. Manuel Valls, il nous reste 3 minutes pour conclure autour de cette question de la guerre en Ukraine. On dit que l'Europe se construit toujours par les crises et que cette guerre en Ukraine peut-être est en train de propulser l'Union européenne dans une nouvelle ère. Est-ce que vous y voyez, alors certains diront une opportunité, d'autres une chance, d'autres craignent cela, une sorte de saut fédéral rendu possible par cette guerre en Ukraine, par cette menace russe, par l'urgence de devoir se défendre peut-être à nouveau face à une menace collective? Je me méfie des mots, parce qu'il y a des aspects fédéralistes dans l'Union européenne, je pense évidemment à sa monnaie unique, mais moi je reprends le mot de Jacques Delors, l'Union européenne ou l'Europe, c'est une fédération d'États-nations avec nos propres intérêts stratégiques. Seule la France, dans le cadre de l'Union européenne, a l'usage de sa propre dissuasion nucléaire. Mais la crise économique que nous avons connue à la fin des années 2000, la crise sanitaire, évidemment la crise ukrainienne, la guerre, je crois que c'est le mot qui est plus juste, nous oblige à un sursaut. C'est une chance. C'est pour ça que c'est cette majorité présidentielle qui incarne vraiment cette Europe et ce sursaut. Mais du coup, il y a des débats, vous l'avez évoqué, en Allemagne. Et nous avons besoin du couple franco-allemand pour faire avancer l'Europe. Mais il est en train de se passer quelque chose. Pourquoi il y a cette réaction vis-à-vis de l'Ukraine? C'est parce que nous sommes la même civilisation, la même culture, mais aussi les mêmes valeurs, la même démocratie. Loin de moi l'idée de rejeter la Russie. Au contraire. Mais aujourd'hui, elle a fait un autre choix. Pas les Russes, Vladimir Poutine. Et donc, fort de cette civilisation que nous incarnons, une civilisation, elle se défend. Elle se défend par un État, par une économie, par des moyens financiers. Nous l'avons vu au moment de la crise sanitaire. Rappelez-vous au début, l'Europe est finie, c'est l'Asie qui a gagné, la Chine va dominer le monde. Je ne vais pas commenter les problèmes internes aujourd'hui de la Chine sur la gestion de la pandémie. L'Europe est de retour, mais ne peut pas être un slogan. Il faut que derrière, et c'est toute l'action de la France, je crois, qui l'incarne, il faut en effet cette puissance, cette protection autour de nos valeurs, mais en étant lucide et conscient des défis que nous avons devant nous. C'est aussi pour ça que je m'engage pleinement de nouveau dans cette vie politique. Merci beaucoup, Manuel Valls, d'avoir été l'invité du Grand Rendez-vous. Merci, messieurs.